C'est bon. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très ravi de pouvoir vous animer cet atelier sur les urgences médicales au cabinet dentaire. Je me présente encore une fois, donc je suis le docteur Mohamed Mouaoui, ma spécialité c'est l'anesthésie réanimation et la médecine d'urgence. Et je suis professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Donc l'intitulé de cette conférence ou de cet atelier, ça va être les urgences médicales au cabinet dentaire. J'ai eu l'habitude plusieurs fois de le faire avec mes collègues et médecins amis, mais je ne l'ai jamais fait en virtuel. Inch'Allah, on va essayer d'approcher le niveau réel malgré la virtualité. J'ai une grande... Les questions alors, par rapport aux questions, c'est-à-dire il y a mon jeune collaborateur qui est en train de maintenir le smartphone. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Et mon collaborateur aura tout le plaisir de m'arrêter et de me transmettre vos questions. Alors je disais que j'ai une pensée particulière à cet atelier-là que nous avons démarré il y a 5 ou 6 ans sous l'impulsion de mon très cher ami le professeur Saïd Hemi et de ma très chère amie et collègue le docteur Awatif. On avait animé cet atelier la première fois dans le cadre d'un congrès à Agadir et par la suite je rends un grand hommage à mon très cher ami le docteur Atmani, parce que grâce à lui et avec la collaboration entre la Société marocaine de simulation médicale et le Conseil de l'ordre des médecins dentistes, on a pu, alhamdoulilah, animer plusieurs ateliers par rapport à cette thématique. Inch'Allah, on va les continuer sur notre lancée. Inch'Allah, le confinement est salut. Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer que cet atelier soit le plus pratique possible. Et si vous avez vu, si vous avez fait attention, c'est que je vous ai lancé un sondage sur le groupe Facebook. Ce sont des questions qui vous paraissent très simples, mais après tout, donc ça va être une base de discussion pour nous. Alors je demande à mon collaborateur de se rapprocher et je vous montre tout de suite même les résultats de votre sondage. Alors déjà sur la question, est-ce que j'ai des morceaux de sucre? Donc il y avait pas mal de monde qui a répondu à cette question. J'ai été très agréablement surpris de voir plusieurs personnes ayant déjà eu une formation sur les urgences médicales. Alors, par contre, les autres réponses, on va dire quand même, je reste un peu sur ma faim et c'est plutôt, on va dire, inquiétant. C'est tout ce qui m'avait beaucoup plus inquiété, donc je vais le dire en toute franchise. Alors, il y a deux questions qui m'ont inquiété, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de glycomètre dans le cabinet, alors c'est un geste vraiment très très simple pour prendre la glycémie capillaire. Et quelques-uns qui pensent que ça ne pourrait jamais arriver dans leur cabinet. Et pourtant, c'est vrai que les accidents sont très rares dans le milieu professionnel, mais qui sait, un seul incident peut vraiment effacer une carrière des années. Alors, nous allons commencer tout de suite même cet atelier. Et quand vous êtes en présentiel avec moi, je vous pose toujours la question, quels sont les genres d'incidents que vous avez déjà eu dans le cabinet médical? Alors la plupart du temps, les réponses qui m'arrivent, c'est le malaise vagal. Donc vous avez beaucoup plus de malaise vagal. On a très peur dans nos médecins dentistes et du coup derrière on fait un malaise vagal. Il y a des gens qui me parlaient aussi de l'épilepsie. Il y a des gens qui me parlaient aussi des crises d'asthme, des douleurs thoraciques. Donc plein d'incidents qui peuvent arriver dans le cabinet dentaire. Alors on va être vraiment très pratique et très simple. Et on va commencer on va imaginer une situation où un malade nous fait un problème. Alors à votre avis, quand j'ai un malade dans mon cabinet dentaire me pose un problème, à votre avis, on va commencer par quoi? Donc bien évidemment, la première des choses à vérifier chez ce malade, c'est est-ce qu'il est conscient ou pas. Parce qu'à partir de ce moment-là, on va voir, il y aura plusieurs raisonnements derrière. Alors je vous rappelle, à chaque fois qu'il y a un souci pour un malade, n'importe quel souci, commencez d'abord par vérifier la conscience. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, en matière d'urgence, on préfère éliminer la pire des urgences vers la moins pire. Et la pire des urgences dans le domaine médical, c'est bien évidemment l'arrêt cardiaque. À partir du moment que mon malade est conscient, vous êtes sûr qu'il n'est pas en arrêt cardiaque. Parce que quelqu'un en arrêt cardiaque, il va être obligatoirement inconscient. S'il est conscient, vous êtes sûr qu'il n'est pas en arrêt cardiaque. Donc je vais commencer mon raisonnement. Donc
Donc, je suis dans mon cabinet dentaire et j'ai un patient qui me pose un problème X. N'importe quel problème. Je dis bien n'importe quel problème. La première des choses à faire, c'est vérifier la conscience. Encore une fois, pourquoi je commence par la conscience? Bien évidemment, du moment que je suis conscient, je suis sûr que je ne suis pas en arrêt cardiaque et je peux quand même souffler. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps rassurant, mais au moins, après, ce n'est pas un arrêt cardiaque. Maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, justement, comment on va vérifier si notre patient était conscient ou pas? La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lui parler, on va lui poser des questions. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Donc ça s'appelle, j'étais en train de stimuler par ma voix, et ça s'appelle la stimulation verbale. La stimulation verbale. Alors, ce qui est important pour la stimulation verbale, c'est que, 1, il faut parler à haute voix, et 2, il faut parler des deux côtés des pavillons de l'oreille, parce qu'il peut être malentendant d'un côté par rapport à l'autre. Alors, si cette stimulation verbale ne marche pas, je vais tenter le deuxième moyen, c'est-à-dire, je vais commencer à le tapoter sur le front, sur les épaules, et j'appelle ça la stimulation physique. La stimulation physique. Alors, parfois, il arrive que mon patient ne bouge pas trop, vous commencez à stresser, et comme je disais toujours en rigolant dans les ateliers, il faut garder son calme, parce que je sais que vous n'êtes pas trop habitué à ces situations, il ne faut pas vous-même perdre conscience, il faut vraiment rester calme et zen. Il faut tenter un troisième moyen pour le stimuler, on va le pincer sur le dos de la main, et ça s'appelle la stimulation douloureuse. Alors je répète, à chaque fois qu'il y a un problème, je vérifie la conscience. Comment je vérifie la conscience? Je vais parler au patient, je vais le tapoter un peu sur le front et je vais le stimuler. Bien évidemment, il y aura deux cas de figure. Soit qu'il répond, soit qu'il ne répond pas. Alors on va être gentil pour le début de l'atelier et on va imaginer que votre patient, de toute façon c'est la situation la plus fréquente dans le cabinet dentaire, votre patient, il va répondre. Donc là, oui, mon patient est conscient. Alors je vous pose une deuxième question. Votre malade ne va pas bien, mais elle est consciente. Comment on appelle ces situations? À vrai dire, c'est une situation que vous la connaissez tous. On appelle ces situations les malaises. Je ne dis pas un malaise, mais ce sont les malaises. Donc pour résumer, c'est quoi un malaise? C'est à chaque fois qu'il y a un patient qui ne va pas bien et pourtant il est conscient. Donc dans cette situation-là, je vais l'appeler le malaise. Écoutez, je vais mettre un S pluriel à part, les malaises. Alors bien évidemment, devant un malaise, rapidement il faut faire deux gestes à la fois. Alors à votre avis, est-ce que vous êtes au courant des deux gestes qu'il faut faire rapidement devant un malaise? Alors, certainement, vous êtes en train de répondre qu'il faut donner quelque chose de sucre, du sucré, resucré par voie orale, et il faut surélever les membres inférieurs. Alors, ce que je vais vous demander tout de suite même, c'est de prendre un papier à part. Prenez tout de suite même un papier à part, s'il vous plaît. Je vous attends. C'est fait. Prenez un papier à part et sur le dessus du papier, vous allez mettre, en rigolant, les fournitures scolaires. Et à chaque fois que je vous dis quelque chose à noter dans les fournitures scolaires, mettez-le à part. Parce que ça sera la base de la constitution de notre sacoche d'urgence. Alors, à votre avis, quel est le premier élément à mettre dans une fourniture, dans la liste des fournitures scolaires? Ça serait tout simplement des morceaux de sucre. Écrivez sur la liste des fournitures scolaires morceaux de sucre, s'il vous plaît. Alors, après, ça peut tout être. Mais un truc sucré. Alors, si vous demandez, mais ça n'engage pas mon avis personnel, il y a un pot de miel pur, la sulfure, c'est encore mieux, mais ça peut faire l'affaire. Alors, à votre avis, pourquoi on a commencé par ces deux réflexes? Il faut savoir, quand on fait un malaise, deux grandes causes.
soit que c'est l'hypoglycémie, soit que c'est l'hypotension. Vous avez vu que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore su ce qui se passe. Je préfère quand même dire qu'il a les deux problèmes. Vous allez vous dire que mon malade probablement est là et de l'hypoglycémie et de l'hypotension. Il y a certainement parmi vous qui vont me dire, s'il était diabétique, écoutez mes amis, je préfère qu'il soit en hyperglycémie et que je rajoute du glucose, du sucre, que l'inverse. L'hyperglycémie, je peux la récupérer à l'hôpital. L'hypoglycémie, parfois, ça peut donner des séquelles qui sont neurologiques, qui sont très très importantes. Alors, s'il vous plaît, vous notez noir sur blanc, les deux premiers réflexes à faire devant quelqu'un qui fait un malaise, c'est 1. Resucrage, 2. Surélever le membre inférieur. Je sais que sur vos fauteuils dentaires, vous avez un bouton sur lequel vous cliquez et le fauteuil fait comme ça. Mais je préfère encore plus parce que le fauteuil ne s'incline pas vraiment. Ce que je préfère, soulever carrément les membres inférieurs du patient. Faites-le vous-même ou demandez à votre assistant de le faire. Donc je vais noter maintenant les deux réflexes à faire devant un malaise. Encore une fois, le resucrage et surélévation des membres inférieurs. Alors, à votre avis, quelle est l'étape suivante? Donc, on a surélevé le membre inférieur, on a resucré. Quelle serait l'étape suivante? Moi, je pense bien évidemment, ce n'est pas encore fini cette histoire-là. Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est quoi ce type de malaise. Parce qu'il y a malaise et malaise. Il y a malaise et malaise. Et comment on va savoir, à votre avis, comment on va savoir de quel type de malaise il s'agit? Alors je pense, vous l'avez deviné, c'est qu'il va falloir quand même prendre les constantes vitales de ce patient. Et pour prendre les constantes vitales de ces patients, on a besoin d'un certain matériel qui s'appelle le monitorage. Alors à votre place, je vais d'abord resucrer les patients, surélever les membres inférieurs et ensuite penser à faire mon monitorage. Alors le monitorage, c'est très simple. On va prendre pas mal de constantes vitales qui sont très très simples à prendre. On va rester vraiment très très simple. Et aujourd'hui, je vous parle dans la peau d'un médecin dentiste. Donc on va être vraiment très très simple. Pour vous dire que pour les constantes vitales, nous avons 4 paramètres à mesurer. Nous avons 4 paramètres à mesurer. Alors je commencerai par le premier. Tout simplement, ça va être la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque. Tout à l'heure, je vais vous mettre les chiffres nombres. Le deuxième paramètre que nous allons étudier, c'est la saturation en oxygène. C'est-à-dire à quel niveau notre hémoglobine. Alors je vous rappelle que dans le sang, il y a 3 éléments figurés. Il y a le globule rouge, le globule blanc et les plaquettes. Vous savez très bien que les plaquettes servent à arrêter le saignement. Le globule blanc, c'est notre défense anti-infectieuse. Et les globules rouges, ils transportent l'oxygène. Mais comment ils peuvent le transporter? C'est grâce à une molécule à l'intérieur qui s'appelle l'hémoglobine. Avec la saturation, on voit si cette hémoglobine elle est vraiment bien chargée en oxygène. Le corollaire du manque de saturation, cliniquement, ça va donner la cyanose. C'est la cyanose. Donc nous avons monitoré la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène. Il faut aussi monitorer la pression artérielle. Alors, je vais être très gentil avec vous. Juste faites attention juste à la pression artérielle systolique. Oubliez les restes. Juste la pression artérielle systolique. Et enfin, le dernier paramètre à mesurer, c'est la glycémie capillaire. C'est ce fameux dextro. Mais je préfère dire glycémie capillaire, c'est plus professionnel. Donc je répète. Les 4 paramètres à monitorer, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la glycémie capillaire. Vous allez me dire que c'est de la réanimation tout ça. Ben, je vais vous dire que c'est non, parce que ça c'est vraiment de l'apanage de tous les médecins, y compris les médecins dentistes. Et regardez, j'ai du matériel qui est vraiment très très simple, avec lequel vous pouvez quand même mesurer ces paramètres. Alors je vous montre maintenant un oxymètre digital. هذا يتسمى oxymètre digital. Alors c'est très simple. On va l'allumer. Voilà. Et je vais demander au patient de mettre son doigt dedans.
Donc, on va attendre que le signal soit détecté. Voilà. Alors, vous pouvez déjà voir que le chiffre supérieur, c'est ma saturation, il est à 97. Donc, Dieu merci, je n'ai pas besoin d'oxygène. Et juste en bas, c'est à 80, 90, 85. Moi, ma fréquence cardiaque de base est à 60. C'est normal que je sois tachycarde parce que je suis en train de faire un effort et de vous parler. Alors, à votre avis, avec l'oxymètre digital, qu'est-ce que j'étais capable de mesurer à la fois? Voilà, donc j'étais en train de mesurer à la fois et la saturation et la fréquence cardiaque. Alors, s'il vous plaît, mettez dans votre liste fourniture scolaire oxymètre digital. Je vais l'écrire, oxymètre digital. Oxymètre digital. Pour mesurer la pression artérielle, ça je vous invente rien, on a besoin d'un brassard, d'un tensiomètre avec un brassard automatique. Bon, il y en a plein dans le marché. C'est très facile à utiliser. C'est comme celui-là. J'aimerais juste vous préciser un petit point. Quand vous allez mettre le brassard, alors s'il vous plaît, ne le mettez jamais sur les vêtements. Et ne le mettez jamais alors que les vêtements sont serrés. Je préfère que le patient enlève ses vêtements pour avoir un chiffre précis. Deuxième chose, quand vous allez le placer chez le malade, toujours respecter 2 travers de doigts au-dessus de l'articulation de l'épaule et ensuite mettez votre brassard. Par exemple ici, et je serre. Alors ce qui est important encore une fois, voilà les 2 travers de doigts, il ne faut pas trop serrer, mais il ne faut pas encore peu serrer. C'est-à-dire il faut juste le juste milieu, les 2 travers de doigts ils sont là, et je lance mon tensiomètre. Donc voilà, et ici, mon tensiomètre. Alors, qu'est-ce qui reste à votre avis comme monitorage? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, je pense que vous avez eu la bonne réponse, c'est le glucomètre. Et écoutez, le glucomètre, c'est ça. C'est un appareil qui est vraiment très simple à utiliser et avec lequel on peut mesurer la glycémie capillaire, le glucomètre. Alors ça, sincèrement, vous n'avez pas le choix. Il faut l'acheter dès fin du confinement. Allez, dès fin du confinement, il faut avoir ce matériel qui ne coûte absolument rien. Je répète, mettez sur votre liste de fournitures scolaires 1. L'oxymètre digital. 2. Le tensiomètre. Et 3. Le glucomètre. Avec ces 3 matériaux, vous allez pouvoir avoir tous les constants du vital du patient. Et à travers la constatation, à travers la mesure de ces constantes vitales, nous allons comprendre de quel type de malaise vagal, il s'agit. Donc on va récapituler, on va faire un petit récap. À chaque fois qu'il y a un malade qui me pose un problème dans mon cabinet dentaire, je dois commencer par quoi? Voilà, il faut commencer par vérifier la conscience. Et comment je vais vérifier la conscience? Voilà les 3 types de stimulation, la stimulation verbale, la stimulation physique et la stimulation douloureuse. Et à partir de cet instant-là, quels sont les 2 cas de figure que nous avons? Et effectivement, donc, ça se peut que le patient réponde, donc il est conscient. Ça se peut que le patient ne réponde pas, il est inconscient. Nous avons commencé par les personnes conscientes qui ne vont pas bien. Donc, on est dans le chapitre malaise. Les 2 réflexes à faire, rappelez-les-moi. Voilà, donc il faut resucrer et il faut surélever les membres inférieurs. Et après avoir fait ces 2 réflexes, il faut enchaîner par quoi, à votre avis? Bien évidemment, il ne faut pas oublier de monitorer le patient en cherchant ces 4 paramètres. La fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique, la saturation et la glycémie capillaire. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais quelles sont les valeurs normales? À partir de quel moment on va s'inquiéter? C'est le moment maintenant de les citer.
Nous allons commencer par les valeurs normales de la fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque normale, allez, on va dire qu'il va varier entre 60 à 80. Alors, vous savez, dans le domaine de l'urgence, au lieu d'apprendre les valeurs normales, apprenez plutôt les valeurs qui inquiètent. C'est-à-dire à partir de quel moment je vais m'inquiéter. Pour la fréquence cardiaque, je vais m'inquiéter à partir de ces chiffres-là. Allez, notez avec moi. C'est très inquiétant quand est supérieur à 100 chez l'adulte. Donc, au-delà de 100 chez l'adulte, c'est pas bon. Et au-delà de 120 chez l'enfant. Les chiffres inférieurs, on va s'inquiéter moins de 40 chez l'adulte et moins de 60 chez l'enfant. Est-ce que c'est bien clair? Donc la fréquence cardiaque 60 à 80, au-delà de 100 c'est pas bon, moins de 40 c'est pas bon. Maintenant on va passer à la deuxième constante, c'est la pression artérielle systolique. Je dis bien, juste concentrez-vous sur la pression artérielle systolique. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, il y a des collègues qui m'ont contacté qu'ils avaient des bracelets pour mesurer la pression artérielle. Alors sincèrement, je ne vous le recommande pas trop parce que malheureusement, elle surestime la pression artérielle. Je préfère 1000 fois plus les brassards au niveau du bras, tout simplement. Allez, pour la pression artérielle systolique, il faut qu'elle soit entre 90 à 140. Encore une fois, il vaut mieux garder dans la tête les chiffres qui inquiètent. Alors, quand c'est inquiétant, c'est moins de 90. Dans ce cas-là, nous parlons d'un collapsus. Dans ce cas-là, nous parlons d'un collapsus. Et l'autre chiffre qui inquiète, peut-être que vous attendez que je vous dise 140. Non, c'est au-delà. Parce qu'après, ça fait celui qui peut monter avec le stress, avec la fatigue. Et là, mais au-delà de 180, là, par contre, ce n'est pas bon. Et dans cette configuration, dans ce cas de figure, nous parlons d'une pique hypertensive. Donc là, nous sommes face au collapsus. Là, nous sommes face au pic hypertensif. Alors, on avance pour la saturation. C'est au-delà de 84 jusqu'à 100%. Pour la saturation, c'est au-delà de 84, mais il ne pourra jamais dépasser 100%. Maintenant, quand c'est inquiétant, c'est quand on est moins de 90%. Et ça, c'est une nouvelle donnée, parce qu'avant, dans les ateliers, je disais, ok, les 94%, mais bon, allez, on peut tolérer jusqu'à 90, mais pas moins que ça. Kalina, le dernier chiffre, à votre avis, ça va être quoi? C'est la glycémie capillaire. Alors, la glycémie capillaire, son chiffre normal est de 0,7 à 1,1 g par litre. Encore une fois, d'abord, vous avez appris le réflexe. Encore une fois, il faut garder dans la tête les chiffres qui inquiètent. Alors, déjà, moins de 0,6, ce n'est pas du tout bon, parce que là, on est en train de virer vers l'hypoglycémie et qui peut tuer. Et au-delà de 1, allez, je vais être très simple, au-delà de 2 grammes aussi, ça, c'est pas bon. Et là, je voudrais m'arrêter un petit instant. S'il vous plaît, quand vous avez des patients diabétiques, avant de les mettre sur le fauteuil dentaire, avant qu'ils rentrent à votre consultation, s'il vous plaît, demandez à votre assistant dentaire de leur faire une petite mesure de glycémie. Vous ne perdez rien. De la même manière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire le soin, mais vous n'allez pas voir la décompensation parce qu'il va décompenser après. Alors, si vous avez quelqu'un qui a au-delà de 2 grammes, et s'il ne s'agit pas d'une urgence dentaire, alors s'il vous plaît, réorientez ce patient vers son diabétologue pour d'abord équilibrer son diabète avant qu'il revienne vous voir. Alors je dis bien s'il n'y a pas d'urgence dentaire, bien évidemment, parce que parfois, c'est cette urgence dentaire elle-même qui va déséquilibrer son diabète. Est-ce qu'on est bien d'accord par rapport aux constantes? Est-ce qu'on peut faire un récap? Allez, fréquence cardiaque, c'est combien? Voilà, 60 à 80.
La saturation, elle est à combien? Allez-y. C'est exactement ça, 95 à 100%. La glycémie capillaire, elle est à combien? Les valeurs normales. Parfait. Donc, c'est 0,7 à 1,1 g par litre. Et le dernier chiffre que nous avons oublié, c'est la pression artérielle. À votre avis, rappelez-moi le chiffre normal. Voilà, c'est bien évidemment entre 90 et 140. Alors, vous allez voir, tout de suite même, je vais vous dessiner des tableaux. Et à travers ces 4 constantes-là, nous allons être capables de diagnostiquer les principales pathologies. Je vous ai posté dans le groupe ce matin un document PDF que je vous demande d'imprimer, que je vous ai demandé d'imprimer en couleur ou là de le télécharger. Alors pourquoi j'ai insisté que vous l'imprimiez en couleur? Pas pour vous embêter, mais parce que nous allons voir quelques pathologies avec des codes couleurs. Vous avez des pathologies au code couleur vert, des codes couleur orange et code couleur rouge. J'explique. Quand vous avez une pathologie code vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez gérer l'incident, le petit incident, mais après, vous êtes autorisé à reprendre le soin. Pas de problème. Quand vous avez une pathologie orange, vous arrêtez le soin et c'est recommandé d'appeler une équipe spécialisée. Et quand c'est une pathologie code rouge, vous êtes obligé, bien évidemment, d'arrêter le soin, ça c'est clair, mais vous êtes obligé d'appeler l'équipe spécialisée. Je vous avais mis les codes couleurs, mais ça c'est ma petite expérience personnelle. Je n'aime pas l'orange. Moi je préfère vous dire, soit c'est vert, soit c'est rouge. Soit c'est vert, soit c'est rouge. Comme ça, il n'y aura pas d'hésitation. Le vert, c'est un petit incident qui me permet, une fois passé l'incident, de reprendre mon soin. Le rouge, niet. J'arrête le soin et j'appelle une équipe spécialisée et je pars à l'hôpital en ayant bien sûr le soin, c'est-à-dire de faire quelque chose au niveau de mes connaissances. Alors regardez ce qu'on va faire maintenant tout de suite, mais ce que je vous demande de faire aussi. Donc je vais effacer ce tableau. Vous allez prendre une feuille blanche qui est vide et vous allez faire un tableau avec moi. Allez-y. Ce tableau-là, vous allez mettre ici la fréquence cardiaque. Ce sont des colonnes. Vous mettez la fréquence cardiaque. Vous mettez à côté la pression artérielle, s'il vous plaît. À côté, vous allez mettre la saturation. Et à côté, vous allez mettre la glycémie capillaire. La glycémie capillaire. Ça marche? Très bien. Nous allons commencer la première pathologie, code vert, qui est la plus fréquente. C'est bien évidemment de ce côté-là. Je vais l'écrire en vert. C'est le malaise vagal. C'est le malaise vagal. D'accord? Alors, à votre avis, comment sera-t-elle la fréquence cardiaque dans le malaise vagal? Essayez de deviner. Essayez aussi de l'écrire sur votre feuille blanche. C'est bon? On corrige? Cette fréquence cardiaque va être basse. Parce que souvent, les patients sont en bradycardie, c'est-à-dire la fréquence cardiaque qui est basse. La pression artérielle, là aussi, va être basse. Et à votre avis, comment sera la saturation et la glycémie capillaire? Donc, je pense à mon avis, et à votre avis aussi, ils vont être normales. Parce que ce n'est pas un problème ni respiratoire, ni de glycémie. La question qui va se poser maintenant, mais que vais-je faire devant un malaise vagal? Alors, le traitement du malaise vagal, vous l'avez déjà entamé. Comment, justement? C'est par la surélévation des membres inférieurs. Dans 99% des situations, le problème est réglé sur place. Donc, surtout, restez zen, ne vous affolez pas. Il suffit juste de surélever les membres inférieurs en maintenant, mais un double. Alors, la deuxième pathologie code vert, c'est l'hypotension orthostatique. C'est l'hypotension orthostatique. Alors, l'hypotension orthostatique, quand on est, par exemple, allongé pendant longtemps sur un fauteuil dentaire,
Et quand on est redressé et quand on met les pieds par terre, on a l'impression parfois d'avoir des vertiges. On appelle ça l'hypotension orthostatique. Alors regardez la différence par rapport au malaise vagal, c'est que la fréquence cardiaque va être élevée. Mais tout le reste, ça va être la même chose. Donc la pression artérielle va être basse, la saturation est normale et la glycémie capillaire est normale. La même chose, le traitement, vous l'avez déjà fait. Donc justement, juste en surélevant les membres inférieurs. La troisième pathologie code vert, c'est quoi à votre avis? C'est ce que nous appelons l'hyperventilation psychogène. L'hyperventilation psychogène. L'hyperventilation psychogène. C'est ce que nous appelons classiquement crise d'hystérie. D'accord? Les patients, souvent c'est des patients qui commencent à faire comme ça, surtout une scène dramatique devant la famille, devant le conjoint, plein de choses derrière ça. Alors souvent c'est vraiment très inquiétant, c'est-à-dire visuellement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. J'ai un petit conseil à vous donner. Si votre patient fait comme ça, partez, installez-vous dans votre bureau, prenez votre tasse de café, surtout disparaissez de son paysage visuel. Il ne faut pas qu'il vous voie. Il faut qu'il ne voie personne. Et je vous assure qu'il ne va pas tomber. Et c'est qu'il est conscient, mais il est en train de vous faire une scène. S'il voit que le médecin est inquiet, que la famille est inquiète, ben, il va continuer sur sa lancée. Alors ce qui est important pour l'hyperventilation psychogène, c'est beaucoup plus de laisser le patient isolé. Laissez-le. C'est une pause méritée pour vous, donc ne vous affolez pas, laissez-le seul. Et au bout de 2, 3, 4 minutes maximum, il va se calmer. Et pour être sûr qu'il n'y a rien derrière, mettez un monitorage et vous allez voir que tout est normal. Voilà. Tout est normal. À partir de cet instant-là, vous êtes sûr qu'il s'agit d'une crise d'hystérie et vous êtes sûr que le patient est un boulot fait. Donc voilà, on vient de voir les 3 premières pathologies de code vert, le malaise vagal, l'hypotension orthostatique et l'hyperventilation psychogène. On va essayer de les réviser ici sur le document que je vous ai envoyé. Donc je pense qu'elle est là. Alors ça, c'était le malaise vagal que je viens de vous montrer. Ensuite, nous avons vu ensemble l'hypotension orthostatique. Alors pour ceux qui n'ont pas encore imprimé le document, il est toujours disponible sur le groupe. Je vais le laisser. Il suffit de l'imprimer en couleur et mettez-le dans un classeur avec des chemises plastifiées. Et nous avons vu ensuite l'hyperventilation psychogène. Maintenant, on va passer aux pathologies dites orange. Alors ça, c'est l'hypoglycémie. Alors l'hypoglycémie est double. L'hypoglycémie, il peut arriver avec un état de conscience normal, c'est-à-dire le patient il est conscient, mais il a une hypoglycémie. Comme il peut arriver avec un état de conscience anormal, c'est-à-dire qu'il est hypoglycémique et inconscient. Quel est le point commun entre les deux? Il va falloir resucrer. Le problème, on ne peut resucrer par voie orale que la personne consciente. Donc, pour cette situation-là, on sait que c'est quelqu'un qui me fait de l'hypoglycémie, il faut rapidement donner du sucre et on l'a déjà fait. C'est pour cette raison que je vous dis, ayez le réflexe à chaque fois que vous avez un malaise, 2 choses. Donner du sucre et surélever les membres inférieurs et monitorer le patient et c'est nickel. Donc ça, comme code orange. La deuxième pathologie considérée comme code orange, c'est la crise d'asthme. Et là, je voudrais quand même m'arrêter un peu. Je sais que vous avez des patients asthmatiques que vous suivez. Alors déjà, premier réflexe, quand vous avez un patient asthmatique qui rentre, quelle est la première des questions à lui poser? Là, je suis sûr que tout le groupe a bien répondu. Il faut lui poser la question, est-ce que vous avez ramené votre spray de Ventoline? Et il faut le vérifier, il faut carrément, c'est-à-dire lancer un spray test parce qu'il peut qu'il soit vide. Mais pour éviter tout risque, je vous propose de mettre sur votre liste de fournitures scolaires de la Ventoline. Je ne l'ai pas malheureusement ici, mais ce sont des sprays avec lesquels on va faire un spray pour les crises d'asthme. S'il vous plaît, mettez-le sur votre fourniture scolaire, un spray de Ventoline. Un spray de Ventoline.
Alors maintenant, si jamais votre patient vous fait une petite crise, alors comment vous allez savoir que c'est une crise d'asthme? Il y a deux éléments. C'est quelqu'un qui commence à respirer rapidement. On appelle ça la polypnée. Il va tousser un peu, mais surtout vous allez entendre des sifflements. Donc glottisophones. Vous allez entendre des sifflements. Donc on dit qu'il a une respiration sifflante. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Deux choses à faire. Mettez le fauteuil dentaire en position assise et donnez-lui deux sprays de spray de Ventoline et normalement ça devrait se régler. Si ça ne marche pas au bout de 2-3 minutes, il faut répéter les deux bouffées. Il y a autre chose que j'entends souvent dans les ateliers présentiels, c'est que tout le monde part au courant vers les fenêtres pour les ouvrir. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez assez d'oxygène dans le milieu ambiant, donc que vous ouvrez ou pas les fenêtres, ça ne change pas trop grand-chose. Je sais que vous le faites beaucoup plus pour vous, que vous soyez aéré. Donc encore une fois, s'il vous plaît, restez zen, confiant et calme et gérez la situation parce que vous êtes en train d'apprendre même. Donc ça, c'était le code orange, la crise d'asthme. Alors je pense qu'il nous reste un dernier code orange, mais avant ça, on va rapidement faire un récap. Donc un patient qui nous pose un problème, je vérifie sa conscience. Comment? La simulation verbale, physique, douloureuse. Deux cas de figure. Conscient, inconscient. Le conscient, c'est les malaises. Je fais quoi? Je resucre et je surélève les membres inférieurs. Et ensuite, je place mon monitorage, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène et la glycémie capillaire. Et à travers la conjonction de ces quatre facteurs, je serai capable d'avoir des diagnostics face auxquels je vais administrer une thérapeutique précise. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons noté sur notre fourniture scolaire? Pas mal de choses. Les morceaux de sucre, l'oxymètre, le glucomètre, le tensiomètre et la Ventoline spray. Ça marche? Alors maintenant, les choses vont se compliquer un peu. Je reviens à mon schéma. Alors il est où mon schéma? Voilà, initial. Je reviens à mon schéma, c'est-à-dire, mon patient il m'a posé un problème. J'ai vérifié la conscience et je l'ai stimulé. Et malheureusement, mon patient ne répond pas. Le patient ne répond pas, c'est non. Donc il est inconscient. Il est inconscient. D'accord? Donc je vais passer à une autre page pour résoudre encore mieux. Alors j'ai face à moi un patient qui est inconscient. D'accord? Inconscient, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à aucune de mes trois stimulations. Là, bien évidemment, quelle est la prochaine fonction à évaluer? Je vous rappelle que dans les fonctions vitales qui peuvent nous tuer, c'est quoi? C'est cerveau, poumon et cœur. Cerveau, poumon et cœur. Là, le cerveau, il est douteux parce qu'il est inconscient. Qu'est-ce qu'on va partir chercher après? Est-ce que c'est le poumon ou le cœur? Pour faire très simple. Maintenant, je vais chercher est-ce qu'il respire ou je vais chercher est-ce qu'il a un pouls. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que les réponses vont être partagées. Mais en général, il faut vérifier est-ce qu'il respire. Toute personne inconsciente, il faut vérifier après est-ce qu'il respire. Pourquoi à votre avis? Et je vais vous ramener à la réflexion initiale de cet atelier. Je vous avais dit au début d'atelier qu'on élimine les cas urgents des plus graves au moins, les plus graves au moins graves. D'accord? Maintenant, si je trouve un patient qui est en train de respirer, vous êtes sûr qu'il n'est pas en arrêt cardiaque. Parce que quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, il ne va pas pouvoir respirer. Quelqu'un qui respire, vous êtes sûr et certain qu'il n'est pas en arrêt cardiaque.
D'accord? Très bien. Mais avant de vérifier ce qu'il respire ou pas, que faut-il chercher? Que faut-il faire? Ben, il faut libérer les voies aériennes. Alors, si vous me permettez, je vais juste appeler un deuxième collaborateur et je reviens dans 30 secondes, pas plus. Regarde. Regarde. Donc, je vous présente mon collaborateur, donc Monsieur Ahmed Anwar. C'est un technicien ambulancier, certes, mais c'est un grand enseignant dans tout ce qui est secourisme et accident au travail. Il a beaucoup d'expertise aussi bien nationale qu'internationale. Et en est parce qu'il va être notre cobaye, très gentil cobaye. Alors, je vous rappelle, quand quelqu'un est inconscient, la première des choses à faire, c'est de libérer ses voies aériennes. Pourquoi? Quelqu'un qui est inconscient, certainement, tous ses muscles vont se relâcher, y compris sa langue. Et quand sa langue va se relâcher, il va obstruer le carrefour aérien. Donc la première des choses qu'on va essayer de faire chez quelqu'un qui est inconscient, bien évidemment, c'est de basculer la tête en arrière. Voilà, la tête elle est normale maintenant. Je bascule la tête en arrière. Et le menton, je l'avance vers l'avant. Je ne peux pas enlever la bavette par les circonstances, mais juste vous avancez le menton vers l'avant. Donc je répète, voilà. Je bascule la tête en arrière et j'avance le menton en avant. Alors quand j'avance le menton en avant, puisqu'il est inconscient, la bouche s'ouvre spontanément. Je prends le soin de regarder à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux retirer? Souvent, vous avez votre matériel, donc vous pouvez, si vous voyez quelque chose, il faut mettre votre pince ou un instrument qui peut retirer le corps étranger. Maintenant, le réflexe à ne pas faire, c'est de partir chercher à l'intérieur un corps étranger que vous ne voyez pas. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez un corps étranger, c'est une très très bonne idée de le pouvoir retirer. Si vous ne le voyez pas, de préférence, il faut laisser tranquille. Donc, s'il vous plaît, vous notez, devant toute personne inconsciente, la première des choses à faire, c'est de libérer ses voies aériennes. Comment? En basculant la tête vers le haut, et en avançant la mandibule en avant, et en retirant les corps étrangers. Après, si je vois qu'il y a quelque chose qui serre au niveau du corps, au niveau de la chemise, au niveau de la ceinture, je peux desserrer. Mais en général, ce qui est important, c'est beaucoup plus l'hyperextension de la tête et avancement de la mandibule vers l'avant. D'accord? Donc maintenant, je vais te demander de rester à côté de moi. Juste le temps de mettre les... Voilà, juste le décalage. Voilà. Juste pour continuer l'atelier. Alors, encore une fois, vous avez quelqu'un qui est inconscient. La première des choses à faire ici, c'est de libérer les voies aériennes. C'est de libérer les voies aériennes. Je vous ai montré les deux méthodes qui sont très simples à faire dans un cabinet dentaire. C'est hyperextension de la tête et avancer la mandibule vers l'avant. Vous allez faire un bien fou pour ce patient. À partir de ce moment-là, nous allons vérifier est-ce que notre patient respire. Vous n'avez besoin ni de stéthoscope ni de rien du tout. Il y a 3 gestes qui sont très très simples à faire. Et ce sont 3 gestes qui vont vous permettre de vérifier est-ce que votre patient respire ou pas. Alors, je vais t'inviter encore une fois, s'il te plaît, cher ami. Alors, quelqu'un qui est inconscient, après avoir basculé la tête en arrière et avancé la mandibule en avant, alors quand votre patient porte des lunettes, on va lui enlever. Je mets cette main-là sur le front. Cette main-là, je tiens avec le menton, comme ça. S'il vous plaît, prenez vos 2 doigts et touchez la partie osseuse de votre menton. Faites-le.
Voilà, faites-le. Touchez la partie osseuse de votre menton. C'est exactement ça ce que vous devez faire. Donc je répète, la main sur le front et les deux doigts sur le menton. Et je m'approche du côté du patient. Alors regardez, il faut que je sois perpendiculaire. Donc je fais comme ça et je m'approche. Et la première des choses que je dois faire, c'est de voir. Je vois est-ce que son thorax monte et descend. Je vois est-ce que le thorax monte et descend. Alors si le thorax monte et descend, là on est sûr, notre patient, il est inconscient, mais il respire au moins. C'est-à-dire qu'il n'est pas en arrêt cardiaque. Quel est le problème avec cette action de voir? C'est que le patient peut être obèse et il peut porter beaucoup de vêtements. Et parfois j'hésite. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il ne respire pas? Si j'hésite, je vais utiliser un deuxième moyen. Toujours de la même position, voilà. Je vais entendre, écouter. Je vais écouter ce qu'il y a des bruits respiratoires. Alors parfois, vous allez entendre ces bruits-là comme... Ce sont des bruits qui sont anormaux. On sait qu'il y a une obstruction. Mais après, au moins, notre patient respire. C'est mieux que rien. Alors, si vous entendez des bruits respiratoires, vous êtes sûr que votre patient respire. Si vous n'entendez rien, alors vous allez utiliser votre troisième sens, c'est la joue, sentir. Je vais essayer de sentir de l'air chaud qui sort de par le patient. Très bien, maintenant, je te laisse te reposer un petit moment. Alors finalement, pour vérifier est-ce que le patient respire ou pas, trois choses à la fois. Vous allez voir les mouvements thoraciques. Vous allez essayer d'écouter est-ce qu'il y a du bruit respiratoire. Et enfin, la dernière lettre, vous allez essayer de sentir de l'air chaud qui sort du patient. C'est ce que nous appelons justement le VES. Voir, écouter, sentir. Voir, écouter, sentir. Donc, à partir de ce moment-là, quelles sont les deux situations? Soit qu'il est inconscient, mais il continue à respirer, il respire, oui. Soit qu'il est inconscient, mais ne respire, il ne respire pas. Donc, nous allons commencer par la première situation, c'est-à-dire nous avons un patient qui est inconscient et qui respire toujours. Nous allons voir cette situation inconscient et qui respire toujours. Alors, ce patient, quel est le problème chez lui finalement? Son problème, c'est que il peut vomir, par exemple. Et au lieu qu'il vomisse à l'extérieur, il va vomir dans ses poumons. Dans le domaine de la médecine générale, nous appelons cet incident l'inhalation. L'inhalation. L'inhalation pulmonaire. D'accord? C'est un incident qui est très très grave. On a un problème de discussion avec les ateliers. Parce que je sais que vous demandez toujours à vos patients de venir en ayant pris le petit-déj. Et je sais que derrière, vous allez anesthésier, même des petites anesthésies. Nous, dans le domaine de l'anesthésie, on dit toujours, de l'adage, il n'y a pas de petite ou une grande anesthésie. À chaque fois qu'on injecte un produit anesthésique, c'est une anesthésie. Et si je peux le dire, si j'ose dire, normalement, vous devez opérer sur vos patients en état de jeûne. Je sais que derrière, ils vont faire malaise vagal. Il faut qu'on trouve le juste compromis. Alors maintenant, même s'ils prennent leur petit déjeuner, qui m'englobe déjà, on s'en tire au corps. C'est-à-dire juste ce qu'il faut. Il ne faut pas vraiment avoir l'estomac trop plein, parce que justement, ils peuvent nous faire un problème là. Et dans ce cas-là, ils peuvent vomir. Et au lieu de vomir à l'extérieur, ils vont vomir dans les poumons. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi ces personnes inconscientes, ils vont vomir dans les poumons? Il faut savoir que nous, conscients, nous avons un cartilage ici, au niveau de la gorge, qui, au moment d'ingérer des choses, des aliments, ce cartilage, il se ferme. Il se ferme sur la trachée. C'est comme une porte qui se ferme. Pourquoi il se ferme sur la trachée? Pour permettre à ces aliments-là de passer dans le tube digestif. Malheureusement, chez les personnes inconscientes,
le fonctionnement de ce cartilage est défaillant. Et du coup, derrière, ce cartilage-là reste ouvert. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui partent dans le tube digestif, ben, ils peuvent passer aussi dans les poumons. Parfois, vous voyez même ça c'est-à-dire au-delà des cabinets dentaires, dans le milieu public, tu fais واحد السخفان تيجيو الناس يتجلاو وكيعطيو الماء والزهر يشربوا, et ça, ce qui est très dangereux. Le fait de donner quelque chose à boire ou à manger par voie orale chez quelqu'un qui est inconscient, ça c'est vraiment très très dangereux parce que ça peut amener à une inhalation pulmonaire. D'accord? Donc pour éviter ce risque-là, écoutez, un seul geste qui est capital, c'est la position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité. Alors vous notez noir sur blanc. Dans quelle situation il faut mettre les patients ou la patiente en position latérale de sécurité? Dans une et une seule condition. C'est la personne inconsciente et elle respire. Je répète, la seule indication de la PLS, position latérale de sécurité, c'est la personne inconsciente qui respire. Maintenant, on va vous montrer la technique juste après, mais je précise une chose. Si votre patient vous fait ce problème-là sur le fauteuil, le premier réflexe à faire, c'est de se faire aider et de le faire descendre par terre. Ça va être vraiment difficile de le manager sur le fauteuil dentaire. Dès que vous constatez l'inconscience, faites-le descendre par terre. Faites-vous aider par l'assistant, par les gens de la salle d'attente. Bref, il faut trouver le moyen pour le faire descendre par terre. Maintenant, je vous pose la question, mais comment cette PLS est indiquée dans cette situation? Est-ce qu'il va éviter l'inhalation? Je vais vous dire que oui, effectivement, le fait de mettre un patient sur son côté, donc ça ne va pas l'empêcher de vomir. Il peut continuer toujours à vomir. Sauf que, il va vomir certes, mais il va vomir à l'extérieur. Donc au lieu que ces vomissements rentrent dans les poumons, il va vomir à l'extérieur. Donc on va vous montrer tout de suite même la technique de la position latérale de sécurité, toujours avec Anouar. Alors Anouar, s'il te plaît, je te demande de te mettre par terre. Voilà. S'il te plaît. Alors, on imagine que notre patient, on l'a déjà fait descendre par terre. Peut-être que je vais demander à mon collaborateur de venir de ce côté-là, s'il vous plaît. Alors, la première des choses qu'on va faire, donc je suis toujours perpendiculaire par rapport au patient qui est déjà par terre. J'ai pris le soin de le mettre par terre. La première des choses à faire, c'est que je prends ce membre supérieur ici et je le mets comme ça. Je l'écarte. Il faut que je libère ce côté-là parce qu'il va tourner de ce côté-là. Et en plus, quand je vais le tourner, il ne faut pas que j'écrase son thorax. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais décaler son membre de mon côté. Ce que j'oublie aussi de vous dire, c'est peu importe le côté où vous êtes, du côté droit ou du côté gauche, mais par contre, l'obligation c'est quoi? C'est quand vous êtes d'un côté, il faut ramener les patients vers vous. On ne balance jamais les patients, on les ramène vers nous. Donc là, j'ai décalé ce membre supérieur de ce côté-là. Alors à votre avis, je suis de quel côté par rapport au patient? Bien évidemment, je suis de son côté droit. Donc je suis en train de faire une PLS droite. Écoutez, quand je pars pour une PLS droite, dans ma tête, je vais inverser. Je vais dire gauche. Pourquoi je vais dire gauche? Parce que je vais prendre ma main gauche contre sa main gauche. Regarde, ma main gauche contre sa main gauche, je la prends entre mes doigts. Gauche contre gauche. Gauche contre gauche. Quand je la prends, droite contre droite. Mais là, gauche contre gauche. Et je la mets contre la joue. Et je ne la lâche pas. Je la mets contre la joue et je ne la lâche pas. Ensuite, je prends le membre inférieur gauche. Je plie, je plie, je plie. Alors en fait, il faut essayer à ce que le talon touche la fesse. Le talon touche la fesse. Donc plus vous pliez le membre inférieur, plus c'est facile à retourner. Il suffit tout simplement de pousser sur ce genou-là et le patient va me suivre. Regardez d'un seul coup, 3, 2, 1, et je tourne. Et il me suit. Alors maintenant, il y a un problème. Donc tournez ce côté. C'est que ma main, elle est toujours
bloqué. J'ai besoin de ma main pour faire plein de choses derrière, pour alerter par exemple. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais la glisser en laissant le malade dormir sur sa main. Le problème à cet instant-là, c'est que tout à l'heure, il avait la tête en hyperextension. Mais quand il s'est retourné, il a fait comme ça. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais reprendre l'hyperextension. Je vais reprendre l'hyperextension et je vais ouvrir sa bouche pour qu'il puisse vomir à l'extérieur. Pour qu'il puisse vomir à l'extérieur. Ce n'est pas encore fini parce que là, je le vois un peu instable. Donc la dernière étape, c'est quoi? C'est de pouvoir le stabiliser en mettant la cheville par terre. Et là, vous êtes sûr que votre malade est au moins, je dis bien au moins, protégé contre l'inhalation. Alors, Anouar, tu vas revenir. Je vais essayer de faire maintenant la manœuvre en temps réel, sans vous expliquer, mais suivez-moi, c'est en temps réel. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de choses, c'est même pas 15-20 secondes. Merci, Anouar. Et je te demande de rester avec nous. Et on va te libérer tout à l'heure. Chocolat. Alors, je disais que, je récap, la PLS, elle est indiquée quand devant quelqu'un qui est inconscient, qui respire. Pourquoi on fait la PLS? Justement, pour protéger les poumons contre l'inhalation. Alors maintenant, on a fait la PLS. À votre avis, quelle est l'étape à suivre maintenant? Allez-y, quelle est l'étape à suivre? Voilà, il faut comprendre justement pourquoi mon patient fait de l'inconscience. Au cabinet dentaire, je peux vous dire qu'il y aura 3 grandes situations qui peuvent mener à l'inconscience. Le premier, c'est l'hypoglycémie. C'est-à-dire, après avoir mis mon patient en PLS, ben, je place le monitoral. Et si je tombe sur une hypoglycémie, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, il est inconscient, avec mon assistance dentaire, elle a mesuré la glycémie capillaire, elle a trouvé 0,1. Quel est votre réflexe? Qu'est-ce que vous allez faire à votre avis? Est-ce que je peux donner du sucre par voie orale, par exemple? Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège, ça c'est interdit. Parce que le fait de donner du sucre cette fois-ci par voie orale, on risque quoi chez lui? Bien évidemment, on risque l'inhalation. Alors, est-ce qu'il y a une solution derrière tout ça? Bien évidemment, il y a une solution et qui ne coûte pas du tout cher. Il y a une seringue que nous appelons le glucagène. Écoutez, et ça existe au Maroc. Voilà, le glucagène. Voilà. C'est du glucagon, c'est une hormone que lorsque vous allez l'injecter, il va faire augmenter le taux du sucre dans le sang. Si vous avez fait attention, quand on ramène le patient sur le côté, ça fait c'est exposé. Ça fait c'est vraiment bien exposé. Vous pouvez facilement faire une injection dans la tête du patient. Voilà. Et ce sont des seringues qui sont préfabriquées. Voilà. Avec. C'est comme ça. Avec une ampoule, une seringue. Il suffit de faire cette préparation. Voilà. Je mélange. Voilà. D'un mouvement circulaire. J'aspire. Et vous injectez. D'accord? Et quand vous injectez, c'est quand vous anesthésiez local, il faut faire juste avant un test d'aspiration. Donc c'est le glucagène et c'est vraiment très efficace. Et je vous demande tout de suite même de le noter sur votre liste de fournitures scolaires, le glucagène. Ça marche? Donc ça, c'est la première situation. Une deuxième situation, vous avez des patients qui, malheureusement, ils ont des chiffres tensionnels élevés. Par exemple, ils ont du 22, 23, 24. Si vous opérez sur un patient sur fauteuil dentaire, il vous dit qu'il a très très mal et il a les oreilles qui sifflent. Et en sachant que vous n'avez même pas pris de tension artérielle chez lui. Alors imaginez-vous que ce patient, vous commencez déjà à l'activer avec 24 de tension.
avec le stress, avec la douleur, il peut encore augmenter sa tension artérielle et il peut éclater un vaisseau dans le cerveau. Et dans ce cas-là, on aura ce fameux incident qui s'appelle l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est-à-dire vous avez du sang qui part dans le cerveau. Alors si votre patient le fait, je ne vous l'espère pas, mais même s'il le fait, tout simplement, que faut-il faire? Il faut faire la position latérale de sécurité et partir à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital, on fera le nécessaire par la suite. Dernière situation, c'est un patient qui convulse, c'est-à-dire qui fait des crises convulsives. Alors ça, c'est vraiment très très impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Alors écoutez-moi bien, je vais vous rassurer. La convulsion ne tue pas. Je vais le répéter, la convulsion ne tue pas. Qu'est-ce qui tue? C'est les complications de la convulsion. Je répète, la convulsion en elle-même ne tue pas. C'est vrai que c'est impressionnant, mais ça ne tue pas. Ce n'est pas pour autant qu'on va mourir. Mais c'est la complication de la convulsion qui tue. Et quelle est la grande complication de la convulsion qui tue? Justement, c'est l'inhalation. Alors, si jamais votre patient convulse, la première des choses à faire, c'est de le laisser convulser, mais en ayant le soin d'écarter tout ce qui est dangereux à côté. Vous attendez qu'il finisse sa crise, et à ce moment-là, vous le mettez en position latérale de sécurité en attendant qu'il se réveille. Je répète, quelqu'un qui convulse. Alors déjà, ne mettez pas votre doigt à seringue, ça ne sert à rien, c'est vraiment dangereux. Laissez-le convulser. Faites-moi confiance que je vous dis, laissez-le convulser, mais écartez tout ce qui est dangereux à côté de lui. Une fois la convulsion a cessé, à ce moment-là, on va le mettre sur le côté en attendant qu'il se réveille. D'accord? Alors, le récap à ce moment-là, donc on a vu que quelqu'un qui est inconscient, il faut libérer les voies aériennes. Ensuite, voir est-ce qu'il respire par la méthode VES. Voir, écouter, sentir. Et enfin, s'il respire, on va le mettre sur le côté pour éviter l'inhalation. Et ensuite, placer un monitorage. Et en fonction du monitorage, nous allons pouvoir le sauver. L'une des inconsciences qu'on peut sauver facilement, c'est l'inconscience qui arrive sur un terrain d'hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas resucrer par voie orale, mais il faut injecter du glucagène. Certainement, vous dites, on n'a pas parlé de choc anaphylactique, donc on a dit, j'ai fait exprès, on va le laisser en dernier. Parce que là, nous sommes en train d'approcher une pathologie qui est très très grave. C'est-à-dire, le patient qui est inconscient. Alors, je cherche mon crayon, je ne sais pas où je l'ai mis tout à l'heure. Ok, bon, tant pis. Alors, où j'ai mis mon crayon? Voilà, il est là, c'est bon. Je l'ai trouvé. Alors, comme j'ai dit, on avance rapidement vers le patient inconscient et qui ne respire pas. Alors, inconscient. Alors, quel premier effet ça fait devant un patient inconscient? Bien évidemment, c'est la liberté des voies aériennes. Ok? Après la liberté des voies aériennes, j'applique le VES pour vérifier est-ce qu'il respire. D'accord? Pour vérifier est-ce qu'il respire. Deux cas de figure. Oui, il respire. Donc je le mets en PLS et je place mon monitorage. Non, et il ne respire pas. Alors ça se complique. Vous avez un patient très slim, vous êtes en train de travailler pour ce patient, et d'un seul coup, il est inconscient et il ne respire plus. À votre avis, quel est votre diagnostic? Alors certainement, vous avez tous pensé à l'arrêt cardiaque. Et dans les ateliers, moi, en rigolant, je leur dis qu'il y aura deux arrêts cardiaques. Celui du patient et celui du médecin dentiste, parce qu'on n'avait jamais vu cette occasion. Alors encore une fois, restez calme, zen, les tratra. Donc il faut vraiment rester zen et mettre la situation. Bien évidemment, nous sommes devant un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque. Alors écoutez, l'arrêt cardiaque finalement, quels sont les deux grands signes de l'arrêt cardiaque pour vous? Deux grands signes. Donc c'est l'inconscience
et l'absence de respiration. C'est l'inconscience et l'absence de respiration. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir quelles sont les étapes à faire devant un arrêt cardiaque dans un cabinet dentaire. Donc, je vais passer sur une autre planche. Alors, j'ai un arrêt cardiaque. Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Ne me dites pas de fuir le cabinet dentaire, mais il faut rester, il faut agir. D'accord? Mais la première des choses à faire, bien évidemment, c'est d'alerter. D'accord? Donc, la première des choses à faire, c'est d'alerter. Regarde, la première étape, c'est alerter. Alors, à votre avis, on va alerter qui? Allez-y. On va alerter qui? Alors, si vous dites le SAMU, la clinique, le cardiologue, tout ça, ce sont de mauvaises réponses. Parce que même avec la bonne foi de tout ce monde-là, Ngoulouga a la très bonne foi, le délai le plus court de leur arrivée, ben, on va dire au moins 15-20 minutes. Je parle surtout de ma ville de Casablanca où les embouteillages, c'était vraiment habituel. Donc normalement, il ne faut pas alerter les hôpitaux, les cliniques. Il faut alerter la personne qui est capable de vous faire venir rapidement un petit matériel qui s'appelle le défibrillateur. Il faut appeler la personne qui est capable de vous ramener ça. D'accord? C'est ça. C'est ce qu'il faut avoir rapidement et on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors pourquoi j'ai besoin d'un défibrillateur? Il faut savoir que dans l'arrêt cardiaque, il y a deux situations. Il se peut que le cœur marche encore un peu en vibrant. Donc on peut donner un électrochoc pour le réveiller. Et parfois il y a des situations où le cœur il est vraiment à plat, il ne bouge pas. Alors la situation la plus encourageante pour nous, c'est quand le cœur quand même bouge un peu. Parce que quand le cœur bouge un peu, ben on peut lui donner une gifle électrique, il va se mettre sur les rails. Donc on a besoin rapidement de ce défibrillateur. C'est pour cette raison que je vous recommande vivement d'avoir un défibrillateur. Je ne vais pas vous dire, alors si vous l'avez dans le cabinet, c'est vraiment le top, l'idéal. Après, c'est vraiment extrêmement rare d'avoir un arrêt cardiaque sur un cabinet dentaire. Ce que je vous propose, si vous êtes dans un immeuble à médecin, je vous propose vivement de cotiser pour avoir un défibrillateur et vous le mettez maintenant à côté du concierge ou la réception. Et il y a beaucoup de collègues qui ont adopté cette technique et c'est vraiment très très intéressant. Alors, je répète, si vous avez un défibrillateur par cabinet, alors là c'est la totale. Mais bon, je trouve que c'est excessif. Le compromis c'est quoi? C'est si vous êtes dans un immeuble à médecin, cotisez et mettez-le dans un socle avec vitre à casser et vous le mettez maintenant à la réception de l'immeuble où il y a votre cabinet dentaire. Donc la première des choses à faire c'est quoi? C'est d'alerter. Alors pourquoi alerter? Je répète, c'est pour avoir le défibrillateur. La deuxième bonne raison, c'est pour avoir de l'aide certainement, parce qu'on ne pourra pas masser indéfiniment. Et troisième raison, quand vous commencez les massages cardiaques, ben, il ne faut plus arrêter jusqu'à l'arrivée de l'équipe spécialisée. Donc, j'alerte. Alloula. La deuxième étape, c'est je fais un massage cardiaque externe. Je fais un massage cardiaque externe. Alors, souvent dans les films, vous voyez, le héros a fait un arrêt cardiaque, on le masse et se réveille. Ça n'existera jamais. Quand je fais un massage cardiaque, ce n'est pas pour relancer le cœur, c'est pour le relancer le cerveau. Quand je fais un massage cardiaque, ce n'est pas pour relancer le cœur, c'est pour relancer le cerveau. Et comment est-ce possible? Alors, s'il te plaît. Non, c'est bon, reste. Juste expliquer. Alors, il faut comprendre, quand on masse, il y a deux temps. Il y a ce temps-là, je comprime, et le deuxième temps, quand je relâche. Je comprime, je relâche. D'accord? Pendant la compression, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais serrer le cœur. Je vais serrer le cœur entre le sternum et le dos du patient. C'est comme un système d'éponge qui va éjecter du liquide. Ben, dans ce cas-là, c'est le cœur qui va éjecter du sang vers le cerveau.
Maintenant, quand je vais relâcher un peu la pression, le sang qui était là, il va revenir parce qu'il y a une aspiration, une pression négative qui se crée dans le thorax. Donc rappelez-vous, je fais le massage cardiaque, pas pour le cœur spécialement, mais pour reprendre une circulation cérébrale. Nous allons voir maintenant avec Anouar la méthode de faire le massage cardiaque externe. Anouar, tu te mets en position s'il te plaît. Sinon, c'est toi qui fais le massage cardiaque, tu prends le mannequin, mets la couverture, tu la mets sur le dos, mets ton mannequin, et en même temps, je vais expliquer et on va commencer. Voilà. Alors déjà, l'opérateur, il doit être... L'opérateur, il doit être perpendiculaire. C'est comme ça. Après, à votre avis, il va masser avec quoi? Il va masser avec les talons de la main. Alors, serrez tous chez vous les talons de la main, comme Anouar, serre les mains. Quand on serre les mains, ce qui reste, ce sont les talons de la main. Ce qui reste, c'est le talon de la main. Vous allez faire comme Anouar tout de suite même, talon sur talon, juste talon sur talon. Ensuite, vous allez tirer les doigts. Tirez les doigts. Vous allez crocheter et vous faites ce mouvement-là. Voilà. Parce que, supposons que Anouar il a mis toute la paume de l'eau, la pression qui va venir des épaules, il va partir ici. Nous, on veut que la pression des épaules arrive vers le talon de la main. Donc, au lieu de faire comme ça, il va faire comme ça. D'accord? Alors, instinctivement, il a mis la main là les talons là où il faut, mais il faut savoir que les talons de la main, on va les mettre entre les deux mamelons. On met les talons de la main entre les deux mamelons. Regardez ce qu'il a fait, c'est très intéressant, c'est qu'il a tendu les coudes. Il faut vraiment que les coudes soient tendus. Après, il y a le stress, il y a le moment, on oublie et on fait comme ça, on plie, d'accord? Et ce qu'on demande à celui qui va masser, c'est de tourner un peu les coudes, de fermer les coudes. On dit verrouiller les coudes. Reviens à la phase normale, voilà. Verrouiller les coudes, voilà. Maintenant, il ne pourra plus jamais plier les coudes. Dernière consigne qu'on fait, c'est que les efforts, ils doivent venir des épaules. Maintenant, combien de fois il faut le faire? Je ne vous ai même pas parlé du bouche à bouche et je ne vais même pas vous en parler. Ce que je vous demande à faire dans un cabinet dentaire, c'est tout simplement faire un massage cardiaque. Retenez ce chiffre-là. Vous allez masser 2 fois par seconde. Vous allez masser 2 fois par seconde et je vous laisse la démonstration avec Anouar. Anouar, est-ce que tu peux masser s'il te plaît? Très bien. Alors ça, c'est un excellent massage. Vous avez vu que l'effort, il vient des épaules et il est resté vraiment régulier. Il a essayé de respecter les 2 secondes les 2 compressions par seconde. Alors moi, je vais faire un massage cardiaque un peu moins performant et vous allez me dire quelles sont les erreurs. Alors, il arrive parfois que je fasse comme ça, regarde. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, normalement, il ne faut pas que je décolle la main de la poitrine du patient. Je peux la relâcher, mais je reste au niveau de la poitrine du patient. Donc, il ne faut pas faire comme ça. D'accord? Donc, la première erreur à éviter, c'est de décoller trop les mains. Je laisse se relâcher la poitrine, mais je ne décolle pas les mains. Regardez cette deuxième erreur, regardez. Alors, à votre avis, est-ce que ce sont les épaules qui poussent? Je ne pense pas, parce que dans cette situation, ce sont mes poignets qui étaient en train de pousser. Et là, je suis vraiment fatigué pour de vrai. Alors, troisième erreur, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, mon tronc se balance, il est instable. Il faut que mon tronc soit stable. Il faut que je respecte les 2 compressions par seconde. Et ça va faire comme ça, regarde.
Après, bien évidemment, vous allez me dire que ce n'est pas vraiment évident, que c'est fatigant, et je vous l'accorde. Ça, on le dit à titre pédagogique. Maintenant, le terre-à-terre. Le terre-à-terre, c'est quoi? Pousser, pousser, pousser par n'importe quel moyen. Il faut d'abord pousser, c'est le plus important pour moi. Essayer de le réguler, c'est vrai, mais le plus important, c'est de pousser, 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 en attendant quoi, bien évidemment? En attendant l'arrivée du défibrillateur. Alors, avec le défibrillateur, nous allons vous montrer comment ça marche. Et je vous jure, dans la radio, c'est vraiment très, très, très simple à utiliser. Merci, Anouar. Alors déjà, avec le défibrillateur, nous avons trois éléments dans le défibrillateur. Regarde. Vous avez le boîtier. Ça, c'est le boîtier. D'accord? Ce qui est en noir, ça, c'est les câbles. Tout ce qui est câble là. Il y a le dos de l'appareil. Ça, c'est le dos de l'appareil. Le boîtier, le dos. Et qu'est-ce qu'il y a dans le dos de l'appareil? Il y a les électrodes. D'accord? Donc je répète, le boîtier, le câble, les électrodes. Ce qui est intéressant dans les électrodes, il y a les schémas où il faut les mettre. Alors l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il permet de donner une gifle électrique à ce cœur-là qui bouge un peu. Et il donne des consignes vocaux. Il suffit juste de l'entendre. Ce qu'on vous recommande, c'est d'appliquer rapidement cet appareil, donner le premier choc, en attendant que l'équipe spécialisée arrive. Ne soyez pas vraiment, on va dire, terrifiés, parce que c'est un appareil qui est utilisé pour le grand public. Ça me belle le cas, les médecins dentistes. Donc, d'accord? Donc, il faut oser et utiliser cet appareil. Et nous allons voir avec Anouar comment ça marche. Vous allez voir que c'est très très facile. Alors, Anouar, par exemple, tu es en train de masser, s'il te plaît, cher ami. Voilà, pardon. Masse. Et moi, je suis le concierge. Je suis en train de vous ramener le défibrillateur. Salam alaikum. Tu m'en as retourné à l'appareil? Ah, aussi. Mode de formation. Appelé de l'aide. Enlevez les électrodes de l'emballage au dos de l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc conseillé. Chargement en cours. Écartez-vous. Appuyez sur le bouton clignotant Choc. Choc 1. Délivré. Vous pouvez toucher le patient. Commencez à réanimer maintenant. Vous avez vu que le choc, que l'appareil était vraiment très facile à utiliser et que c'est lui qui l'a guidé. Donc au départ, l'appareil, qu'est-ce qu'il a dit? Au départ, l'appareil a dit qu'il faut enlever les électrodes du dos de l'appareil, il faut les placer la poitrine nue. Donc si quelqu'un il a des poids sur le thorax, il faut rapidement raser la zone où on va mettre l'électrode. Ensuite, on va attendre ce qu'il va nous dire l'appareil. Parce que l'appareil, il peut vous dire soit que vous devez choquer, soit que vous ne devez pas choquer. Dans la situation de ce patient, il nous a dit qu'il faut choquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur, il est en arrêt cardiaque, certes, mais il vibre un peu. Donc il faut vraiment donner cette fameuse chiffre électrique. Quand on choque, rappelez-vous de ça, quand on choque, il faut rapidement enchaîner par 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire. Rappelez-vous, quand je choque, il faut enchaîner par 2 minutes de réanimation cardio-pulmonaire. Alors, est-ce que vous entendez un bruit? Allez-y, je vous rapproche. Continuez. Alors, voilà, on va augmenter le volume. Alors, ce bruit-là... Continuez pendant 45 secondes. Ce bruit-là, ça s'appelle le métronome. Il vous permet de donner le tempo de la fréquence de la compression du massage cardiaque. Et regardez, Anouar, il est en train de masser autant que le métronome. Voilà, il est en train de suivre le rythme des métronomes. Et c'est un rythme qui est vraiment réglé à 120 compressions par minute.
Continuez pendant 15 secondes. Le défibrillateur, il est programmé toutes les 2 minutes à reprendre une analyse. Et on verra à cette deuxième analyse, est-ce qu'il va indiquer le choc ou pas. 4, 3, Alors on va voir ce qui va se passer maintenant, allez-y. 1. Arrêtez de réanimer. Arrêtez maintenant. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse en cours. Pas de choc conseillé. Vous pouvez toucher le patient. Si nécessaire, commencez à réanimer. Alors on va arrêter l'appareil pour le moment. Anouar, je vais l'arrêter. Alors, écoutez, dans la première situation, l'appareil il a dit qu'il faut choquer. Ça veut dire que le malade il est en arrêt cardiaque avec un cœur qui vibre un peu. La deuxième situation, donc on a choqué, on a fait 2 minutes de réanimation, de massage cardiaque. Et à la deuxième analyse, l'appareil il a dit qu'il ne faut pas choquer. Ça veut dire quoi? Soit que le patient, que le cœur il est complètement à plat, c'est-à-dire qu'on est presque proche de la mort, soit au contraire que, alhamdoulilah, avec le premier choc, j'ai fait abattre et le patient n'est plus en arrêt cardiaque. Alors comment on va faire la différence? Vous avez vu que Anouar s'est penché sur le patient, il a essayé de vérifier est-ce qu'il a repris une respiration. Alors supposons qu'il a repris une respiration, que faut-il faire Anouar bien évidemment? Exactement, il va falloir le ramener en position latérale de sécurité. D'accord? Merci. Tu peux le ranger. Alors, des choses pratiques par rapport au défibrillateur. Alors, la première des choses à vous dire, c'est au départ, elle était trop chère quand elle s'est sortie. Alors, maintenant, les meilleures marques. Alors, je vous dis, les meilleures marques, alors, le meilleur prix, c'est 15 000, 16 000 dirhams. Alors, ça, vraiment, je vous dis, un grand prix. Donc, ça serait bien si vous cotisez sur un immeuble. Et je vais aller plus loin. Dans vos syndics, dans vos quartiers résidentiels, il faut penser à avoir un défibrillateur automatique, même au sein de la zone résidentielle où vous habitez. Ça dit. Deuxième chose, il faut vraiment se battre pour avoir ces défibrillateurs un peu partout dans les lieux publics. Parce qu'un arrêt cardiaque, il ne va pas attendre un médecin et urgentiste à côté de lui. C'est l'affaire de tout grand témoin. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je vous recommande vivement de l'avoir. Encore une fois, si vous l'ayez dans votre cabinet, c'est encore l'idéal. Mais comme le bon compromis, c'est de l'avoir dans votre cabinet, dans l'immeuble ou siège votre cabinet dentaire. Alors, on va récapituler par rapport à l'arrêt cardiaque. Écoutez, devant un arrêt cardiaque, je fais 3 gestes. L'alerte, le massage cardiaque, et je finis par quoi, votre avis? Voilà. Par la défibrillation. Alors retenez cet acronyme AMD. AMD. Alerte, alerter, masser, défibriller. Je répète, alerter, masser, défibriller. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alerter, masser, défibriller. Très bien. Avant de finir par les 2 pathologies que vous attendez tous, j'aimerais quand même vous faire un récap sur l'arc décisionnel définitif. Elle est là. Alors, je demande à mon collaborateur de s'approcher. Alors, on va récapituler tous ensemble. Devant une situation inhabituelle ou critique, on va penser d'abord à quoi? Pensez à vous protéger, à alerter, et je vérifie rapidement la conscience. S'il est conscient, je mesure rapidement la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation glycémique capillaire. S'il est inconscient, immédiatement, il faut libérer les voies aériennes. D'accord? Les situations les plus fréquentes dans le côté patient conscient. Il y a les malaises vagales, l'hypotension orthostatique, l'hyperventilation psychogène, il y a l'hypoglycémie, la crise d'asthme, la crise hypertensive, la réaction allergique, si vous avez quelqu'un qui est inconscient, je libère les voies aériennes et je vérifie rapidement la respiration. S'il respire, donc je le mets en position latérale de sécurité avec les 3 grandes situations. C'est l'hypoglycémie grave, c'est le coma post-critique et c'est l'accident vasculaire cérébral. Bien évidemment, s'il ne respire pas, c'est l'arrêt cardiaque.
Et devant un arrêt cardiaque, que faut-il faire? Donc là, on va avancer vraiment carrément sur... je ne sais pas comment partir vers... je vais partir carrément vers les dernières pages. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est donc une pathologie que vous avez tous sur votre document que je vous ai mis le matin sur le groupe Tawassul. Voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Devant un arrêt cardiaque, une vie est égale à 3 gestes. Appeler, masser, défibriller. Appeler, masser, défibriller. D'accord? Alors maintenant, je vais finir par 2 pathologies. Je sais que vous les attendez tous. C'est 2 choses. C'est la douleur thoracique et on va finir par le choc anaphylactique. Alors la douleur thoracique. La douleur thoracique, elle peut être en rapport avec un problème au niveau des vaisseaux du cœur. On dit que les vaisseaux du cœur sont bouchés. C'est le classique crise d'Angor, mais en médecine générale, on appelle ça un syndrome coronarien. C'est l'idée, l'infarctus du myocarde. Alors maintenant, vous avez un patient sur un fauteuil dentaire. Imaginez déjà douleur thoracique, il a un IDR. S'il a une douleur thoracique avec pas mal de facteurs de risque, ben, il faut penser à l'IDR. Schéma du facteur de risque, donc on va les noter tous ensemble. Alors les facteurs de risque, c'est d'abord, il y a le sexe masculin, le tabac, quand on fume beaucoup, l'HTA, le diabète et l'hypercholestérolémie. Alors, si vous avez un patient que vous connaissez, par exemple, qui est un grand fumeur et un diabétique qui se tient le thorax comme ça, rapidement, il faut faire 2 gestes. Le premier geste, c'est quoi? C'est qu'il faut lui donner de l'aspigique. Il faut lui donner un sachet, le sachet serait de soir, il faut lui donner de l'aspigique. Le deuxième geste à faire, qui est le spray qui s'appelle Nati-Spray. On lui met 2 bouffées sous la langue, Nati-Spray. Donc, regarde, douleur thoracique. Je donne de l'aspigique, 100 mg, et je donne 2 bouffées de Nati-Spray. Alors, j'aimerais quand même vous rassurer, même si vous donnez ces 2 médicaments-là sur un mauvais diagnostic, ce n'est pas grave. Mais je préfère vous le donner quand vous avez quelqu'un qui fait une douleur thoracique, d'accord? Mais avec l'un de ces facteurs de risque. Et juste après, il faut appeler une équipe spécialisée pour partir rapidement à l'hôpital. Le dernier élément qu'on va voir avant d'aborder la sarcose d'urgence, c'est le choc anaphylactique. Vous savez très bien que c'est une réaction qui peut parfois être très minime sous forme d'une urticaire jusqu'à carrément l'état de choc. On appelle ça des manifestations d'allergie sévère. Alors, devant choc anaphylactique, comment on va le reconnaître déjà? Nous avons 4 types de symptômes. Pour reconnaître le choc anaphylactique, nous avons 4 types de symptômes. Les premiers types de symptômes, ce sont les symptômes cutanéo-muqueux. Atypique de quoi? 2 symptômes. C'est la rougeur de la peau, le rash cutané, et grattage, l'urticaire. Donc la couleur rouge et le grattage. D'ailleurs, les patients vous disent que tatlanai sada. Donc c'est ce que nous appelons le rash cutané et il commence à se gratter. Le deuxième type de symptômes, c'est les signes digestifs. Alors c'est quelqu'un qui commence à avoir mal au niveau de l'abdomen et on va dire qu'il a une file toilette. Il a des envies de diarrhée et de vomissement. Troisième type de signes, c'est les signes respiratoires. Alors 2 choses. Sa respiration commence à être sifflante, mais c'est tout ce qui est dangereux, ça, je suis sûr que vous le connaissez, c'est ce fameux œdème ici qui s'appelle l'œdème de Quincke. Et l'œdème de Quincke, qui est un signe très très précoce, c'est la voix qui commence à être rauque, comme ma voix maintenant. Ma voix a changé, donc la voix qui commence à être rauque, c'est la voix qui commence à être vraiment éteinte. Faites attention, c'est un signe précoce de l'œdème laryngé. Et bien évidemment, les matins rouges, on se tourne c'est les signes circulatoires. C'est bien évidemment l'état de choc ou la pression vraiment artérielle qui baisse d'une façon très importante.
Alors, je pose une question, je ne sais pas si vous avez retenu. Le choc anaphylactique, on va le mettre dans quelle catégorie? Dans la perte de conscience, dans l'arrêt cardiaque ou dans les malaises? Dans quelle catégorie on va le mettre, à votre avis? Allez-y. Les chocs anaphylactiques, en général, ils ne perdent jamais conscience. Donc, naturellement, on va intégrer le choc anaphylactique dans le chapitre des malaises. Mais c'est un mal qui est vraiment très, 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 très grave. Pour le traiter, un seul médicament à avoir. À votre avis, lequel? Et contrairement à ce que vous faites souvent. Alors, je sais que la majorité parmi vous mettent du Soliprès, des corticoïdes. Alors, les meilleurs des corticoïdes, il ne va pouvoir agir qu'après 2 ou 3 heures. Un seul médicament qui est efficace contre le choc anaphylactique, c'est quoi à votre avis? C'est la fameuse adrénaline. Et là, franchement, j'aimerais vous dire que c'est obligatoire de chercher ses amis à l'hôpital ou peu importe. Il faut avoir cette ampoule d'adrénaline. Donc voilà. Cette ampoule-là, toute petite qu'elle soit, mais elle est capable de sauver une vie humaine. Je vous oblige, je vous recommande d'avoir au moins une ampoule dans votre cabinet. Alors mettez ça sur votre liste de fournitures scolaires. Il faut avoir une ampoule d'adrénaline et faites attention, il ne faut pas qu'il soit pyrénée. Alors la dose à administrer, c'est 0,3 mg. Il y a un problème là-dessus parce que l'ampoule couleur, c'est 1 mg. L'ampoule couleur, c'est 1 mg. Donc ça va vraiment être difficile de prendre le 1 tiers. Ce que je vous conseille, ce qui est recommandé d'ailleurs, c'est de la diluer. L'ampoule, on va la diluer. Alors suivez avec moi comment on va diluer. Cette ampoule-là, regardez, j'efface mon écran. Alors l'ampoule, une ampoule d'adré est égale à 1 cc. La quantité c'est 1 cc. La quantité c'est 1 cc, d'accord? Et ce 1 cc, il contient 1 mg. Ce qu'on va essayer de faire, c'est pour réduire 1 cc, on va rajouter 9 cc. Pour qu'à la fin, on aura quoi? 10 cc, une ampoule qui contient 1 mg. Ce qui revient à dire, c'est que 1 cc, finalement, la dilution est égale à 0,1 mg. Et je vais faire devant vous la démonstration tout de suite. Alors, la première des choses à faire, c'est que je vais chercher une seringue de 10. Une seringue de 10. Elle est là. Ensuite, je vais prendre 9 cc de sérum salé. Hein? Je vais partir jusqu'au chiffre 9. Voilà, 9 cc, d'accord? Ensuite, je vais prendre le soin de casser mon ampoule d'adrénaline avec une compresse, comme ça je ne me blesse pas. Je prends le 1 cc d'adrénaline, voilà. Je vais purger, enlever les pluies d'air. Voilà. Mon produit, il est prêt à injecter. Le problème, c'est que dans le cabinet dentaire, vous n'êtes pas autorisé à faire de l'intraveineux. Ce que je vous recommande à faire, c'est le subcutané. Alors, subcutané avec cette aiguille-là, c'est un peu dur. Ce qu'on va faire, on va enlever l'aiguille. Et si vous avez des aiguilles de... Ah, je ne l'ai pas ici. Non, ça, elle est montée. Alors, en général, vous savez qu'il y a des aiguilles qui sont spéciales pour le subcutané qu'on utilise pour l'insuline. Alors, vous allez prendre avec l'aiguille Serrera, et vous la montez sur la seringue et vous allez faire votre subcutané. Je vous rappelle que la dose était à combien? Qui peut me rappeler la dose? C'était à 0,3 mg. Donc, combien de quantité je vais injecter de ça? Je vais injecter 3 cc. En vous rappelant que 1 cc est égal à 0,1 mg.
Donc pour injecter 0,3 mg, je vais devoir injecter 3,6. D'accord? Donc là, choc anaphylactique est égal à adrénaline, pas corticoïde. Choc anaphylactique est égal à adrénaline. Il faut obligatoirement, mais vraiment une grande obligation, d'avoir de l'adrénaline dans son cabinet. Donc rajoutez sur votre fourniture scolaire la Spigic, la Ventoline spray et l'adrénaline. La Spigic, la Ventoline spray et l'adrénaline. D'accord? On va finir par composer notre sacoche d'urgence. Alors si vous avez bien suivi l'atelier, notre sacoche d'urgence, il va comporter 4 compartiments. Regarde. Alors prenez le dernier cartable de votre fille, de votre neveu, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de prendre une sacoche professionnelle, juste un cartable. Et vous allez séparer en 4 compartiments. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre dans le compartiment? Premier compartiment, donc on va mettre le matériel de, allez-y, rappelez-moi, il faut avoir le matériel de monitorage. Donc nous allons mettre dans ce compartiment un glucomètre. D'accord? Nous allons mettre, rappelez-moi, l'oxymètre digital. Et ne pas oublier de mettre le tensiomètre. Donc ça, c'est un premier compartiment. D'accord? En deuxième compartiment, à votre avis, on va mettre quoi? Ben, les médicaments. Alors, rappelez-moi le médicament qu'on va utiliser, le glucagène. En général, ils sont 5. Glucagène, pardon. La Ventoline spray. Quoi d'autre? Allez-y. Le Nakispray. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour la douleur thoracique, je donne de l'aspirique Nakispray. Alors, l'aspirique, il va empêcher que le thrombus augmente de taille. Et le Nakispray, il va essayer de dilater les vaisseaux du cœur. Donc, on les donne tous les deux. Donc, je mets de l'aspirique. Et en rouge, je vais mettre l'adrénaline. Troisième compartiment, je vais mettre tout ce qui est consommable. Par exemple, compresse, du sérum salé pour la dilution, les aiguilles à 10 et des aiguilles à insuline. D'accord? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre dans le quatrième et dernier compartiment? Allez, deux choses. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que les gens peuvent commenter et me répondre là-dessus? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le dernier compartiment? Deux choses, allez. Vous avez une idée? Est-ce qu'il y a des réponses qui arrivent, éventuellement? Seringue, ça a été dit. Seringue, les seringues, ça a été dit. Pas d'idée? Allez, je vais vous aider. Si je peux avoir un défibrillateur automatique. Alors encore une fois, si vous pouvez l'avoir dans le même immeuble, c'est le strict minimum. Et surtout, il faut avoir les protocoles que je vous ai envoyés. Parce que même en ayant suivi cet atelier, j'espère que vous l'avez apprécié. Et ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous pouvez en faire profiter les patients. Mais malgré votre bon foi, avec le temps, on a le temps d'oublier. Parce qu'on ne voit pas ça souvent. Et pour ne pas être surpris le jour J, toujours il faut avoir son protocole dans le document, dans le cartable. Comme ça, si on a oublié, je prends mon protocole, mes guidelines, mes aides cognitives, je vois ce qu'il faut faire et j'applique la consigne. D'accord? Alors j'espère qu'à travers cet atelier, on a pu quand même répondre à certaines de vos interrogations.
C'est très court parce que la formation kinésienne en présentiel, ça fait presque 6 à 8 heures. Parce qu'au-delà de ce que je vous ai montré, il y a aussi des exercices de simulation qu'on ne pourra pas le faire en virtuel. Inch'Allah, je vous promets que dès la fin du confinement, on va reprendre l'activité sous la tutelle du Conseil de l'Ordre des médecins dentistes. Et encore une fois, je tiens à remercier le groupe Tawassul Live pour m'avoir invité, honoré à participer à leur activité. Je remercie vivement toute l'équipe derrière, surtout mon très cher ami Kemal Ben Mansour. Encore une fois, j'ai une grande pensée à mon ami le professeur Saïd Himi, et mon très grand ami Dr Atmani. Le live il va rester, je pense, sur le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'en ferai l'honneur et le plaisir de vous répondre sur le groupe, c'est-à-dire directement sur le groupe, tout à l'heure, après la fin de ce live. Je ne sais pas s'il y a des questions sur lesquelles on peut répondre. Sinon, pas de questions, donc pas de questions particulières. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a plu. N'oubliez pas d'imprimer le document, n'oubliez pas de réviser ça souvent et n'oubliez pas de vous intégrer dans des formations à la gestion de l'urgence médicale au cabinet dentaire. Toute dernière chose, mais alors là, vraiment, toute dernière chose, je vous tiens pour 1 minute. Je remarque souvent que les médecins dentistes, en général, on est un peu léger sur les règles de l'hygiène hospitalière. La bavette, pour un médecin dentiste, ce n'est pas ici. Parce que souvent, vous travaillez comme ça. Quand on met une bavette, c'est comme ça. Et se tient au niveau de la racine du nez. Parce qu'il y a des gens qui ont la mauvaise habitude de la mettre ici. Alors, s'il vous plaît, mettez vos bavettes ici. D'accord? Bien évidemment, les règles de l'hygiène, l'hygiène des mains, c'est vraiment très important. Quand on travaille avec les mains, qu'on soit dentiste ou pas, il ne faut pas qu'il y ait du vernis. Il ne faut pas qu'il y ait des bagues, bracelets et les ongles à ras. Et avant de toucher le malade et après l'avoir touché, je respecte les 7 étapes. Les 7 étapes de l'hygiène. Écoutez, les 7 étapes. Donc je mets 2 poussettes. Il y a 7 étapes. La première étape, main contre main. La deuxième étape, main contre dos et j'ouvre les doigts. La troisième étape, c'est les espaces interdigitaux. La quatrième étape, avec les phalanges, je vais les rincer contre la paume. Voilà, comme ça. La cinquième étape, le pouce. La sixième étape, les angles. Et j'ai fini par la septième étape, les poignets. Et à la fin de la procédure, mes mains sont sèches. D'accord? Donc là, soyez intransigeants sur l'hygiène hospitalière. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment être intelligent sur l'hygiène hospitalière pour ne pas risquer de transmettre une infection à nos patients. Alors sur ce, نتمنى رمضان مبارك كريم صحة والسلامة بالعافية وربي يحيد عنا إن شاء الله هذه الجائحة وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير بلادنا راه غادا مزيانة الحمد لله. الحمد لله, ça c'est le vécu, on a de moins en moins de cas graves. Il y a beaucoup de cas, mais alhamdoulilah, beaucoup moins de cas graves par rapport au démarrage. Donc je pense que la situation pour le moment elle est maîtrisée, mais ce n'est pas une raison pour lâcher notre concentration. On est vraiment sur les bons rails, mais il faut rester concentré jusqu'à la fin du confinement, Inch'Allah. C'était encore une fois un plaisir et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.